This is the Standing Committee on Justice and Human Rights, meeting number 16. Our orders of today is the statutory review of Part 17. No, what am I doing wrong here? What part is this? The Criminal Code. 17, I had it right, yeah. Today's witnesses, sounds you get a 2-week break. As an individual is Mr. Levesque. Mr. Levesque, there you are. And then from the Language Rights and Support Group, we have Madame Boudreau. I don't know if I said that right or not, but that's close enough. And Madame Lingerie. And then as individual, we have Mr. Slimovich. Very good. So as soon as the cups are picked up, we'll turn the floor over to each of you. You have about approximately 10 minutes, and then there'll be some questions in the round. We have 2 hours set aside for this meeting. I would be surprised if we last the whole 2 hours, but we have that much time set aside. So based on the order here, as the individual, we'll start with Mr. Levesque. The floor is yours. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du Comité. C'est à titre personnel que Geneviève et moi, nous venons rencontrer le comité pour fournir quelques exemples de la situation des droits linguistiques en Alberta au niveau du Code criminel. Je vais commencer par une citation qui est de 1927 du quotidien Le Droit. Vous avez dans les notes qui vous ont été remises cette citation-là. Alors, je pose juste la question aujourd'hui en Alberta. Si on repose cette citation-là, il y a eu tellement d'évolutions au pays depuis 1927 que c'est sûr que la citation ne vaut plus pour la très grande partie du pays. Mais en 2014, est-ce que la langue française est reléguée au rang d'une langue étrangère, ostracisée et prohibée? Et si oui, en quel nom se commet la persécution? Est-ce que c'est vraiment encore au nom de la légalité et du droit du plus fort? Alors, les notes que nous avons remises et qui sont un aperçu d'un mémoire d'une trentaine de pages qui vont être disponibles prochainement aux membres du comité, vont permettre de répondre à cette question-là. Nous avons choisi d'utiliser ce que j'ai appris dans mes études classiques, qu'il est tout le temps plus facile de corriger une situation avec humour. Comme on disait en latin, castigat ridendo mores, il corrige les mœurs en riant. Nous avons choisi de vous remettre 6 dessins, 6 caricatures utilisées depuis quelques années en Alberta pour décrire la situation. Ce sont les créatures qui ont des dessins qui ont été publiés dans les journaux de l'Alberta comme le Franco Edmonton, le Chinook à Calgary et à l'occasion dans l'Express de Toronto pour décrire des situations inacceptables, principalement en droit criminel. Malheureusement, en Alberta, le ministère de la Justice se sert de sa compétence, de sa juridiction en matière d'administration de la justice pour empêcher ou limiter l'exercice des droits linguistiques, même en droit criminel. Il s'agit parfois d'un climat qui est imposé aux juges, aux justiciables, aux juristes et qui incite à abandonner l'exercice des droits linguistiques dans la langue de la minorité. Parfois, c'est fait d'une façon subtile, comme les instruments, les outils de travail de l'administration de la justice ne sont pas disponibles en français ou sous format bilingue. Je donne comme exemple, et notre mémoire va fournir énormément d'exemples qui pourront être utiles dans la rédaction du rapport du comité au Parlement. Alors, si le ministre de la Justice écrit, comme il l'a fait au mois de novembre dernier, au comité, en réponse à la lettre du président Mike Wallace, il a écrit au greffier. La traduction française de sa lettre montre qu'il a écrit à M. Jean-François Pagé. La version officielle anglaise signée par le ministre que vous avez reçue montre qu'il a plutôt écrit à Jean-François Page. Alors, les outils de la justice en Alberta n'ont pas d'accent. Si une transcription est faite d'un procès en français, et vous allez
avec notre mémoire, avoir accès à plusieurs transcriptions. Ça va être une surprise pour vous de voir que l'accusé Marc-André Lafleur, et j'ai obtenu la permission de mes clients pour les citer et de fournir tous les textes. Alors, ça va être Marc-André et non pas Marc-André Lafleur. Mais ça va plus loin que ça. S'il y a des engagements à signer à la Cour, des fois, en français, le nom sans accent a une grande conséquence. J'ai déjà eu un client qui s'appelait Calvé, et comme il n'y avait pas d'accent sur les textes, soit l'engagement à comparaître ou quoi que ce soit qu'il devait signer, et lors de la comparution, mais c'était Monsieur Calve. Alors, ça prend des fois un bout de temps de savoir si c'est nous qu'on appelle à ce niveau-là. Parfois, les tactiques utilisées par le ministère de la Justice sont moins subtiles. Le manuel pour préparer les transcriptions en Alberta, les transcriptions judiciaires, ne prévoit pas les audiences en français, même pas au niveau criminel. Alors, dans le texte que vous aurez, vous allez avoir la transcription Castonguay. C'est une transcription d'un procès criminel à Calgary, et c'est pas au siècle dernier, c'est il y a 2 ans. Et Mme Castonguay a été la première surprise, parce que moi, quand la juge Anne Brown a donné raison à mon plaidoyer présenté en français, et la juge a rendu une décision orale en français, mais comme il n'y avait pas une décision écrite, j'ai commandé la transcription. Il n'y a rien dans la transcription de ce que j'ai plaidé en français, rien de ce que la juge a dit en français. Supposément, nous aurions utilisé une langue étrangère. Alors, c'est ça, la directive, en 2014 encore, en Alberta, pour ceux qui préparent les transcriptions judiciaires. If it's not in English, you put as an explanation 2 things. A choice. Other language spoken or foreign language spoken. Alors, nous avons des transcriptions où à 15 reprises c'est écrit autre langue utilisée ou langue étrangère utilisée. On n'a pas la décision du juge. Alors ça, c'est certainement un manque de respect vis-à-vis de l'indépendance de la magistrature, mais c'est un déni de droit aux citoyens, parce que la transcription est essentielle quand on veut en appeler de la décision. Il faut déposer la transcription. Et justement, cette transcription-là, la couronne n'était pas d'accord à ce que j'ai obtenu une décision positive de Mme la juge Brown et a décidé de porter en anglais, en appel, faire un appel de cette décision-là. Mais ils ont retiré l'appel dès qu'ils ont vu qu'il me donnait une excellente tribune pour montrer en cour supérieure le déni de justice qu'il y avait quand on a des transcriptions qui ne rapportent pas les propos prononcés par un justiciable, son conseiller juridique et même le juge dans l'autre langue des tribunaux de l'Alberta. En 2009-2010, j'ai plaidé 4 jours pour obtenir une clarification de la loi albertaine qui prévoit que chacun peut utiliser le français ou l'anglais dans les tribunaux. Parce que c'est dans la loi albertaine. Je n'ai pas besoin de plaider les droits fédéraux. C'est dans la loi albertaine. Chacun peut employer devant les 3 niveaux de tribunaux de l'Alberta le français ou l'anglais. Mais il n'y a jamais eu, jusqu'en septembre dernier, un règlement pour mettre en pratique ce droit-là. De telle sorte que l'administration de la justice, les fonctionnaires, les juristes ne savaient pas comment utiliser le français et rencontraient énormément d'obstacles. Tellement d'obstacles que rarement le français était utilisé. Alors, en 2009-2004, j'ai fait une cause pour clarifier ce droit-là. Ça a pris 4 jours parce que la couronne plaidait que, oui, Maître Lévesque et ses clients ont le droit de parler français, mais qu'ils n'ont pas le droit d'être compris en français. C'était la démonstration que l'Alberta ne reconnaît pas la jurisprudence de la Cour suprême qui a renversé l'ancienne jurisprudence en provenance du Nouveau-Brunswick qui disait que les Acadiens avaient le droit de parler français au siècle dernier, mais n'avaient pas le droit d'être compris en français. Comme vous le savez, en droit criminel, la cause Beaulac a décidé que dans tous les cas, que ce soit civil ou criminel, les droits linguistiques doivent dorénavant, à partir de 1999, être interprétés d'une façon généreuse. Mais ce n'est pas le cas en Alberta. Ils ont gardé l'ancienne jurisprudence. C'est un peu comme si le ministère de la Justice d'Alberta estimait qu'il avait le choix de prendre la jurisprudence de la Cour suprême qui faisait son affaire pour certains dossiers et non pour d'autres.
À ce moment-ci, je vais donner la parole à Geneviève pour qu'elle puisse vous expliquer un des premiers dessins, parce que je sais qu'elle est pressée. Elle a un cours de droit pénal, un droit criminel à 13 heures, et comme elle était étudiante de deuxième année à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, elle ne veut pas arriver en retard, même si elle aurait une bonne excuse aujourd'hui. Madame Levesque, I'm sorry, I was looking at an old agenda that didn't have your name on it, so I would have introduced you, but thank you for joining us, and the floor is yours for a few minutes. Bonjour, allô. Je m'appelle Geneviève Lévesque et je suis présidente du regroupement de Common Law en français. Le regroupement vise à promouvoir les intérêts des étudiants de droit et à d'améliorer les outils de profession juridique en français. Dans le cadre de son mandat national, le RECLE a envoyé une lettre à la ministre de la Justice en 2010. En réponse à celle-ci, il y a une lettre qui a été adressée au RECLE et signée par un employé du ministère au nom de la ministre. La citation de la caricature reproduit telle quelle une partie de cette lettre où nous pouvons lire « Bilingualism in Canada is a federal construct. It is not a legal or constitutional requirement. » Ceci laisse entendre que peut-être l'employé a soit dépassé la pensée de la ministre ou avait autorité de signer sans consulter la ministre. Cette hypothèse, cependant, ne tient pas, puisque quelques jours plus tard, la ministre a envoyé une lettre à l'AGFA, l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta, en affirmant, et je cite, « Alberta maintains that bilingualism in Canada is a federal construct. It is not constitutionally required in the provinces or territories. » Comment un ministre de la Justice peut prétendre que les provinces et les territoires n'ont pas d'obligation à l'endroit de la dualité linguistique au Canada? L'Alberta elle-même a des lois qui met en exemple des obligations juridiques face à la dualité linguistique. Par exemple, la loi linguistique prévoit l'emploi des deux langues devant les tribunaux albertains. Un autre exemple, c'est la loi sur les jurys, qui prévoit des obligations linguistiques pour ceux qui deviennent membres du jury en matière criminelle ou civile. Un unilingue français ne peut pas être un membre du jury d'un procès anglais et vice-versa. Thank you very much. Thank you for your presentation. Our next presenters... Je peux juste donner une petite explication sur les autres caricatures. Geneviève a expliqué la caricature qui parle du concept fédéral. Mr. Levesque, you're over time, but I'll give you one more minute because I know you can be succinct. Je vais juste donner un autre exemple de comment le ministère interprète maintenant les formulaires du Code criminel. Il y en a qui sont prescrits en français et anglais, mais il y en a d'autres qui sont mentionnés, mais ils ne sont pas disponibles. Alors, le formulaire par lequel un avocat peut représenter son client, j'ai essayé de l'avoir au comptoir de la Cour en français. Ils m'ont dit non, on ne le donne pas en français. J'ai dit donnez-le-moi en anglais et en français. Ils ont dit non, on ne le donne pas bilingue. Alors là, j'ai dû demander à mon client de renoncer à ses droits et de signer le formulaire anglais. Et moi aussi, l'avocat doit le signer, mais de me permettre de révéler son identité et d'écrire au ministère pour faire corriger ce déni de droit-là. Et la réponse que j'ai eue du ministère de la Justice, la sous-ministre responsable des services aux tribunaux, m'a écrit en disant, bien ici, en Alberta, si vous voulez un formulaire en français, même en vertu du Code criminel, allez d'abord chercher l'ordonnance que votre procès va être en français. Et si vous réussissez, préparez vous-même le formulaire. Alors, c'est certainement inéquitable, vu que c'est disponible au comptoir gratuitement en français, pour le justiciable qui veut l'utiliser en anglais, et c'est pas en français, c'est-à-dire c'est disponible en anglais et non pas en français. Mais pire, le formulaire préparé par la province en anglais a une section pour les fonctionnaires pour aider à l'administration de justice. Alors, quand on le prépare nous-mêmes, on complique leur vie. Et aussi, quand on le fait nous-mêmes, on a énormément de difficultés, comme ça m'est arrivé à Fort McMurray, à Calgary, à le déposer, parce que les fonctionnaires n'ont jamais vu ça, puis ils disent, bien, comment ça se fait que c'est un formulaire qu'on a, nous, et que là, on reçoit une version qu'on n'a jamais vue. On ne sait pas si c'est légal. Et tant que je ne leur montre pas la lettre d'autorisation du ministère qui me dit « Faites vous-même votre formulaire en français si vous voulez l'utiliser », bien, ils ne l'acceptent pas au comptoir. Il faut que je leur montre ça. Alors, dans notre mémoire, il y aura énormément d'exemples comme ça et d'explications sur le manque de respect des droits linguistiques en matière criminelle en Alberta. Okay, merci beaucoup. Our next presenters are from the Language Rights Support Program, and Madame Boudreau, are you going to lead off? Thank you very much. 10 minutes, please. Merci, Monsieur le Président.
Bonjour, messieurs et mesdames membres du comité. As the director of the Language Rights Support Program, the LRSP, it is with pleasure that I give you an overview of the Language Rights Support Program. I will be followed by Guylaine Loranger, who is our legal advisor at the program, who will present on constitutional language rights and access to justice. Alors, le mandat du PADEL est la clarification et l'avancement des droits linguistiques constitutionnels. Le PADEL est divisé en 3 volets. Le premier volet, c'est le volet information et promotion. Le deuxième volet, c'est les modes alternatifs de résolution de conflits, en anglais ADR, Alternate Dispute Resolution. Et un troisième volet, les recours judiciaires. Le premier volet, information et promotion, on travaille au niveau national et on vulgarise les droits linguistiques constitutionnels dans plusieurs forums et de plusieurs façons afin que les Canadiens et les Canadiennes comprennent leurs droits linguistiques constitutionnels, qui est un domaine très complexe. Dans le MARC, les modes alternatifs de résolution de conflits, cela inclut, comme exemple, la médiation et la négociation. Pour recevoir du financement du programme d'appui aux droits linguistiques du PADEL, les demandeurs de financement doivent répondre à nos critères d'admissibilité. Alors, il doit avoir un différend et ça doit comporter un droit linguistique constitutionnel. Et ce financement sert à, entre autres, l'accès à la justice. Parce que, au lieu d'aller devant les tribunaux, les demandeurs de financement, les parties, essayent de régler leurs différends à l'extérieur des cours, qui coûtent moins cher et qui prend moins d'énergie et moins de temps que d'aller devant les tribunaux. Nous avons aussi le volet recours judiciaire, dont les critères d'admissibilité sont plus nombreux que pour recevoir du financement d'un MARC. Par exemple, les recours judiciaires pour recevoir du financement, les demandeurs de financement doivent démontrer que c'est une cause type. Tandis que pour le MARC, les modes alternatifs de résolution de conflits, comme médiation et négociation, ils n'ont pas besoin de cause type. J'ai peut-être été trop vite, donc je vais répéter en anglais. We have 3 components: information and promotion, ADR, alternate dispute resolution, and legal remedies. Information and promotion is really so that Canadians know their language rights, constitutional language rights, and ADR is for people to be able to make respect their language rights. They meet with the government. We provide funding for that, and so that the parties can come to an agreement outside the courts, which gives access to justice. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Guylaine Loranger. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du Comité. À titre de conseillère juridique du programme d'appui aux droits linguistiques, je suis ici aujourd'hui pour répondre à la question suivante qui m'a été posée, à savoir quel est le lien entre le Code criminel et le mandat du programme d'appui aux droits linguistiques. Le mandat du programme d'appui aux droits linguistiques vise les droits linguistiques constitutionnels. Le Code criminel ne constitue pas des droits linguistiques constitutionnels. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'histoire? La réponse à la question, une réponse très brève, est en périphérie du Code criminel. Pour ceux qui sont des juristes présents dans la salle, nous savons que les questions constitutionnelles peuvent être soulevées dans différents litiges. Pour ceux qui ne sont pas juristes, comment une personne peut soulever une question constitutionnelle devant un tribunal, une question qui parfois est théorique, du moins le semble à première vue, surtout quand on parle de droit constitutionnel. J'aimerais vous référer à un cas précis parce que nos demandes sont confidentielles, mais certains demandeurs acceptent de rendre public leur dossier. Pour bien comprendre la situation, j'aimerais vous référer au cas de l'affaire Lausier qui est disponible sur notre site Internet, qui est un blog qui réfère à une affaire qui a été entendue devant la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick.
Qu'est-ce qui se passe? La question est la suivante. Étant donné que nous avons un mandat d'avancement et de clarification des droits linguistiques constitutionnels et que ces droits sont relativement jeunes au niveau de droit constitutionnel, beaucoup de questions sont soulevées et peu de réponses sont connues. Par exemple, qu'est-ce qui constitue une communication et un service en matière criminelle versus un procès? Aussi étonnant que cela puisse paraître, recevoir une contravention, un mandat de perquisition d'un policier constitue un service et une communication au sens de l'article 20 de la Charte de la loi constitutionnelle de 1982. Excusez-moi. Donc, beaucoup de questions comme ça sont soulevées. Pourquoi je vous réfère à l'affaire Lausier? Dans l'affaire Lausier, la cause type était sur le point à savoir si l'offre active est un principe constitutionnel inclus au paragraphe 22 de la Charte. C'est-à-dire que la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a reconnu que l'offre active est un droit constitutionnel implicitement inclus à l'article 22 de la Charte, explicitement exprimé dans la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, et qu'une violation de ce droit constitutionnel oblige le juge à rejeter la preuve recueillie en violation du droit constitutionnel. C'est un exemple concret pour vous permettre de bien comprendre notre situation dans le portrait. Donc, nous avons des demandeurs qui se présentent chez nous, parfois en lien avec l'article 20 de la Charte, parfois en lien avec l'article 19 de la Charte, lorsqu'on parle de délégation de l'administration de la justice, par exemple la loi sur les contraventions du gouvernement fédéral, pour lequel le fédéral subventionne les provinces pour en administrer. Dans des cas semblables, puis encore une fois, je vous donne le cas comme référence, mais ce n'est pas sous notre juridiction dans cette fois-ci où ça a été financé. C'était avant l'existence du programme d'appui au droit linguistique, mais encore là, c'est un exemple qui vous montre notre situation des droits linguistiques constitutionnels par rapport au code criminel. Sur ce, j'aimerais conclure en vous disant qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent être soulevées, mais on a peu de réponses à ce jour. Merci. Thank you very much. Our final presenter today is Mr. Slimovich. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, just to clarify one thing, I appear before you this morning purely in my capacity as a criminal defense lawyer, not representing any group or organization. It's interesting when I listen to my colleagues from out west, I thought only Quebec had language problems, but I guess not. What I want to do is I'd like to walk you folks through Section 530 and 530.01, or 532 actually, which essentially is how the process works. And by walking through it, I'll show you how I've experienced either a English trial, because obviously if you want a French trial in Quebec, it's pretty easy to have. But it's the English trial, which is a little bit more complicated. So if we take Section 530, Section 530 simply says that you have to make an application at a certain point in the process. But that doesn't really have any great importance, because regardless of when you make your application, as long as it's not made on the morning of the trial, because then the judge won't be happy. But if you make it virtually any time before the trial, the judge will grant it. And it's interesting to note that Section 530 says the judge shall grant it. So there actually is no discretion which is given to the judge. So there's no linguistic contest here. Prove to me that you really are Anglophone. How many years of English school did you have? I think you're lying. I think you're actually a French person who's trying to hide. Therefore, I'm going to refuse the order. I'm going to refuse the request to order an English trial. That kind of a thing, I've never seen it happen, and I've never heard it happen in Quebec. Section 3 talks about the judge or the provincial court judge is to advise the accused person of this right.
I've seen one courthouse in which they have pre-printed forms, in which they give these forms to a person who's being arraigned. Actually, two courthouses, I should say. But besides those courthouses, I've never heard a judge tell a person who's appearing, either represented or not represented, that he has a right under Section 530 for a trial in English. I've never heard it. You have, of course, sections that talk about a trial in English and in French, because you have the difficult situation, and it's becoming more and more common. I would venture a guess, because of a question of finances, that more and more trials are not one accused. They're groups of accused people. I'm involved in one right now, a fraud case with 38 co-accused. Well, you can imagine these 38 people speak more than one language. Well, it becomes a nightmare to figure out what language is the trial going to be, notwithstanding foreign-speaking people. Punjabi, there's Greek, there's Italian, and so on and so forth. So the code does set out, to a certain degree, how you're supposed to proceed in that kind of fashion. Section 530.01 talks about, once the order is granted, once the judge says, yes, we will proceed in English, what does that mean on a practical basis? Well, it's supposed to mean that the accused has the right to have the information or the indictment translated into English. Frankly, that's relatively useless, because the information or the indictment, all it's going to say is, on or about this and this date, Johnny Smith did assault Peter Harris. Where, how, are there statements, are there police reports, are there executed search warrants, are there, and so on and so on and so on. Well, our courts have already decided that you do not have a right to the disclosure materials in English. Here you go, here they are, you do what you want with them. And it's becoming more and more à la mode, at least in Quebec, to furnish defendants with huge quantities of disclosure. 10, 15, 20 DVDs. Well, try to have 20 DVDs translated. And then, interestingly enough, 530.01a says you have the right to have the information or the indictment translated. And why exactly does B say, and you have a right to receive that copy? Well, if you're going to translate it, what? The translator was going to keep it on his desk? It doesn't make sense. The only thing that I can think is that, again, there's a certain reticence to translate. There's a certain hesitation to work in the other language. Again, the order is granted. What do you have the right to do? Well, you have the right to speak English. Simply put, what does that mean? You have a right to plead in English. You have a right to written proceedings in English. Your lawyer has the right to plead in English. Interestingly enough, C.1. C talks about any witness may give the evidence in either official language. So an English trial in Quebec basically looks like this. Almost always. French prosecutor, French judge, English accused, French defense lawyer, French clerk. Artificially, you have to drop in English in there. So you sometimes end up with strange situations. You'll end up with a francophone asking a question in his or her broken English, translated into French for the witness. Witness answers in French, translated into English. That's the end of the first question. You can be here for a long time, but frankly, that's the only way to proceed. As I said, C1 is a bit of a strange one because it authorizes the prosecutor to examine the witness in his or her language. I never knew that C.1 existed, because if I saw the prosecutor speaking French to a French witness, I would move for a mistrial. Because how can the accused have a trial in English if the prosecutor is speaking French and the witness is speaking French? You see, what we used to have in Quebec, up until probably
maybe 2000, was a English trial worked as follows. Everybody in the court system, worked in French. Mr. or Madam accused, you can go sit in the corner. We'll put an interpreter next to you. Don't make too much noise, and everything will be translated for you. That worked up until decisions that came before Bolac. And then, of course, when Bolac came, well, you couldn't have that anymore. It was just completely absurd. So, while it is true that you have a right to an English trial, that right, in my opinion at least, is never a problem in a major metropolitan city such as Montreal. I firmly believe that there is a certain amount of judge switching in order to allow the more comfortable Anglophone judge to sit on this case. Of course, you don't see that. That's done in behind the walls, so to speak. In outlying regions, that's a different story. I have seen bail hearings postponed because, frankly, the presiding judge couldn't do it. Well, that's very serious. You're talking about an individual who's detained. So we're going to tell him, you just sit in jail for a few more days. We'll get another judge who can handle the case. Well, you know, that kind of situation, needless to say, is completely unacceptable. One of the interesting things is you have a right, that is to say the accused has a right to have a prosecutor who speaks the language. So you have a right to have a prosecutor who speaks English. But in Quebec, a prosecutor cannot be forced to speak English. So you're saying, well, if you have a right to speak English and you can't be forced to speak English, how does English come out? Well, if you remember back to the Oka crisis, that stemmed a number of cases, and one of the famous cases was R.V. Cross. And Mr. Cross wanted an English trial, and the prosecutors from Saint-Jérôme said, you have a right to an English trial, but I'm not speaking English. And needless to say, you have the whole sphere of Bill 101 and the obligatory language, employer, employee, and so forth. So eventually, the Court of Appeal said, you have a right to a trial in English, but you can't force him to speak English. So what happens now is, when you make a request for an English trial, what's supposed to happen is it's supposed to be noted on some kind of document, and that document, the system is supposed to make sure that an English-capable judge is presiding and an English-accepting prosecutor is presiding. Perhaps the thing that I find most problematic, and I would say unacceptable, is Section 531. 531 is very simple. If you can't proceed, in my case, with an English trial, you can get a change of venue. Well, that's like saying if you can't get your constitutional rights executed or carried out in this place, go to this place, because they're better on the charter in this place. That's unacceptable in a country such as ours, with a criminal code that specifically says bilingual trial. Thank you. Very good. Thank you for that. Thanks for those presentations. We'll now go to our number of rounds of questions. And our first questioner from the Democratic Party is Madame Boban. Merci aux témoins d'être ici aujourd'hui pour nous guider un peu dans nos travaux. Je veux peut-être juste remettre un petit peu le contexte. Ce qu'on est en train de faire ici au Comité de la justice, c'est de revoir la section 17 depuis son entrée en vigueur et de voir comment ça s'est conduit en pratique et s'il y a des problèmes et qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait recommander en termes d'amélioration et autres. J'ai bien apprécié Maître Slimovich. I did appreciate, I'm a lawyer, I practice in region, so for the longest time I kind of had a different experience, although we're close to Ottawa, so maybe we have a bit more bilingualism, but I had judges insisting that I would plead and do my final arguments on behalf of the accused in English, because he was Anglophone and they said he deserved the right, and that was pre-Section 17, so that he could hear what his lawyer was saying. And I
I tried to convince the judge that I would be brilliant in French and maybe so-so in English, and he said, I don't care. But that being said, a lot of the things you said were a bit pre-Section 17. Parce que je pense que la loi est claire. La loi le dit, la personne a le droit d'avoir son procès dans la langue de son choix. La question qui se pose un peu au comité, et je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous peut répondre à la question, c'est est-ce qu'on doit, extensionner la section? Est-ce qu'on doit, par exemple, rajouter, lorsqu'on est arrêté et qu'on a les requêtes pour remise en liberté, est-ce que c'est pas fondamental pour l'accusé de pouvoir participer activement dans la langue de son choix à ce niveau-là? Ou par rapport à ce qui existe déjà dans la section, est-ce que vous avez des recommandations précises à faire en termes, par exemple, d'appui au niveau d'interprète, au niveau de sténographe, au niveau de la preuve qui est remise aux avocats, par exemple, et ainsi de suite, en termes de traduction et autres. Moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement. Puis peut-être me préciser au niveau du programme d'appui au droit linguistique. Je pense que j'ai compris le travail que vous faites. Je suis pas certaine que ça s'applique réellement, particulièrement à la section 17, à moins, comme si j'ai bien compris, là, puis je veux juste que vous me corrigiez si je me suis trompée, mais qu'il y a une question constitutionnelle qui s'applique. Mais dans le quotidien, dans ce qui se fait tous les jours en matière de procès, vous n'êtes pas impliqué pour soit rendre plus bilingues certains juges ou bien pour aider au bilinguisme des sténographes, des interprètes et autres. Alors, qu'est-ce qu'on devrait, ou si on doit, peut-être que vous allez dire que la section est parfaite, s'il y a des améliorations à faire, des extensions ou dans le côté pratique, qu'est-ce qui peut être fait? À la cantonade. Premièrement, pour répondre à votre question, on a des demandes en matière de droit criminel et oui, le code criminel devrait être amélioré. Dans quel sens? Premièrement, clarifier clairement qu'est-ce qui tombe sous le procès et qu'est-ce qui tombe en communication et service. Parce qu'aussitôt qu'on sort du procès, donnez un exemple, on reçoit des demandes. On ne peut pas toujours les accepter parce que le droit constitutionnel n'est pas toujours présent. Mais on reçoit des demandes et on a quand même un aperçu de ce qui se passe sur le terrain. Il y a entre autres le fait que dans certaines provinces, aussitôt qu'une question constitutionnelle est déposée en lien avec le respect de la langue de l'accusé, et là je parle, mettons, de la communication de la couronne par rapport à l'article 19 ou l'article 20 de la Charte, parce qu'on est sorti du procès, les accusations sont retirées. Trop compliqué. On ne veut pas de la question constitutionnelle. Puis là, il y a des provinces, là, carrément, c'est le mot d'ordre. Les accusations sont retirées. C'est mieux retirer les accusations que de poursuivre. D'accord. Mais la grande majorité des causes en matière pénale, c'est pas nécessairement du constitutionnel, c'est du train. T'es accusé de vol, t'es accusé d'ivresse, peu importe. C'est du train-train quotidien, là. Ce que j'aimerais répondre à ça, c'est que premièrement, le code criminel, c'est du quasi-constitutionnel. On parle de créer un environnement pour les gens qui parlent une langue. On parle de l'identité. L'affaire Beaulac dit bien que c'est une reconnaissance. Là, on pense à l'article 16.3 de la Charte. On parle d'un environnement pour les personnes qui vivent en société d'accès à la justice. Si on veut améliorer le code criminel, on devrait préciser si oui ou non il s'agit d'un droit en lien avec l'article 19 de la Charte. Est-ce que c'est une délégation du fédéral aux provinces par rapport à l'administration de sa loi fédérale? Si oui, ça devient l'article 19 de la Charte. Soyez clairs. Puis au niveau des avis, parce que je pense que là où le bas blesse souvent, c'est que l'accusé ne sait même pas. Et souvent, il y a certains avocats qui nous ont dit, on aime même mieux ne pas demander de procès dans notre langue ou dans la langue de l'accusé pour la simple et bonne raison que ça va prendre trop de temps. Il y a toutes sortes de considérants qui entrent en jeu. Je serais curieuse de vous entendre, Maître Lévesque, là-dessus, par rapport à justement, est-ce qu'on devrait forcer les juges à tous uniformément aviser les accusés de leurs droits de façon similaire. La section précédente, avant les dernières modifications au Code criminel, donnait le mandat au juge d'aviser l'accusé lorsqu'il n'était pas représenté par avocat. On s'est aperçu que ce n'était pas suffisant parce que, dans bien des cas, un accusé était représenté par un avocat qui ne l'informait pas qu'il avait le droit de procéder dans la langue de la minorité parce qu'il ne voulait pas perdre un client.
Alors, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick ont mis une obligation dans le code de la profession, et c'est dans le code suggéré par l'Association canadienne du barreau canadien, que l'avocat doit informer ses clients de leurs droits linguistiques et il n'a pas le droit de leur enlever leurs droits linguistiques. S'il n'est pas en mesure de donner des services dans la langue du client, il doit référer à des collègues. Excellent, merci. Yes, I thought you I'll give you 1 wanted to minute. say. Thank you. The problem, I would say, is not so much in the actual drafting of the section. The problem is more in the mentality as to how it's applied. Because the example that you gave before, where sometimes you'll proceed in my case, in French, because it'll go faster, well, I wouldn't use that example, but I'll use the example where we were in the middle of a trial, and I can smell that the judge wants to acquit. Well, I don't want to spend 4 hours working with the witness in English. So, there's certain realities of the situation. So what do? Well, you switch to French. Now, is the accused happy? We have a bit of an If he's acquitted, he'll be happy. That's right. Exactly. Pretty sure. Exactly. So if the accused is bilingual, well, tant mieux, you don't have a problem. But if he's not, well, tant pis. But at the end, he's happy. You should leave it to the court and not to the lawyers to decide, maybe. Thank you. Okay, thank you very much for that question and answer. Our next question is from the Conservative Party, Mr. Decker. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Mr. Slimovich, you have pointed out some of the issues regarding trials for Anglophones in Quebec. And I'm glad that you were able to raise those issues here, because our committee hasn't heard much about that issue in our previous sessions on this issue. I was wondering if any of the other members of any of the other witnesses have heard similar issues about the provision of English language services for Anglophones in trials in Quebec. Have can you the rest of you comment on that? Example for Quebec? Yes. Well, I used to be sometime in the last century president of the previous federal program helping minorities, and I sat 5 years as chairman of that committee of official languages. I replaced Mr. Goldblum when he was named as official languages commissioner. I replaced him as a volunteer there, and at the committee we had a strong Quebec representation from the minority, and we were then aware of some of the problem. If they have subsisted up to now, I'm not a member of the Quebec Bar. I wouldn't know. I still have friends. At the last meeting of the new program last November, I was pleased to meet Casper Bloom, who used to be one of my committee members in those years. But there's, I suppose, in many provinces, still problems, because if the Ministry or Department of Justice of a province take the position that they don't have to be generous in their interpretation of language rights, then there's all kinds of interpretation that will be problems for the accused and his or her lawyer. I'll give you an example. When I went in front of Justice Brown and won in 2011, a good interpretation of the language rights under Alberta law, she really laughed in both languages, because her judgment was in both languages. She laughed about the interpretation given by Justice Alberta on language rights. She said, it's like clapping from one hand, hoping to hear sound. I was sure that case would be appealed, but obviously the department was not, didn't want to take a chance with that kind of judgment. They wait 2 years to take back by regulation, without public debate, whatever has been gained in that. And when the appeal period was finished, I wrote to the Department of Justice of Alberta and say, well, since you have not appealed the decision Puran, you should at least amend the manual of transcripts so that French language proceeding will be considered. They say, oh, we don't think it's necessary. Maybe the opposite would happen, where
an English would testify in English in a French trial, and maybe it won't appear in the transcript. Well, I'll say, and you need to answer my other language, my other letter. First of all, it would be against your policy that if it's not in English, you put those quotations. It means it has to be in English, either the interpretation or the original language. Second of all, I've never seen Alberta a transcript where somebody would have been speaking in English. It would not be in the transcript. It would be replaced by the word foreign language spoken. That. Ms. Boudreau, have you heard any similar concerns about access to justice in English in Quebec for English accused? I'm actually going to ask Hélène Loranger to answer that question. Thank you. Ce que j'aimerais souligner, c'est qu'au niveau du Québec, ce qu'on reçoit comme demande ne vise pas le Code criminel, mais vise l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867. Et il y a un débat à savoir que veut dire l'énoncé de l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867 qui prévoit que le Québec, tout comme le fédéral, devra utiliser l'anglais ou le français lors du procès et des procédures qui en découlent. La problématique que l'on vit est la suivante, c'est que le fédéral a précisé ses obligations dans la loi sur les langues officielles. Le Québec ne l'a pas fait. Est-ce que l'interprétation faite au fédéral devrait s'appliquer au Québec? C'est la question qui est soulevée chez nous. C'est la façon que je pourrais vous répondre. Est-ce qu'il y a des problèmes? Oui. Est-ce que le Québec est plus problématique qu'ailleurs? Non. À grandeur du Canada, les appels qu'on reçoit, ce qu'on a comme... Et j'enseigne aussi le droit et je travaille avec des universités dans le cadre du concours de plaidoirie SOPINCA, qui est un concours en droit criminel. Et je le vois, j'envoie des étudiants faire des études qui observent les procès. Il y a toujours des bonnes excuses pour ne pas avoir un procès dans la langue de l'accusé. Le procureur bilingue est malade. Le juge bilingue est malade. Il n'y a personne de disponible cette journée-là. Et c'est à la grandeur du Canada. Et le problème est quels sont leurs recours. Thank you. Mr. Slimovich, in Saskatchewan, we've heard from the Department of Justice, or Minister of Justice of Saskatchewan, that there are sometimes issues with bail hearings being available in both official languages. Have you encountered that kind of an issue in Quebec for Anglophone accused? I've never seen that problem in Montreal proper, if you will. I've heard that problem occurred a couple of times in slightly outlying regions. Does it occur more often? I don't know. I couldn't answer that question. But you should also realize that sometimes a judge who you think is unilingual French actually has a perfect English. So, it can go both ways. Do any of the other witnesses have a view on, whether or not bail hearings, it should be mandated in the criminal code that bail hearings be provided in the language of choice of the accused? It should be included, and I note that that's one of the 2 points where I'm concurring with Jonathan Dennis, the Minister of Justice of Alberta, who wrote that they are looking as very important the notice provision. As soon as they know that an accused will be asking to use either French or English, they can make provision for that. So if it's at the start, fine. And even then, we should devise a way where, if the Crown is not to contest a request, maybe there's a way not to wait for an order of the judge. It could be something like in Ontario, there's 5 ways, I think, that one can request a French language hearing: by filing a first document in French, or by making a requisition, or things like this. There could be an easy way to ask the administration of justice, well, if the Crown is not to contest the request, why wait to appear in front of a judge? Thank you for those questions and answers. Our next questioner is from the Liberal Party, Mr. Casey. The floor is yours. Thank you, Mr. Chair. I'd like to come back to the first question posed by Madame Boivin. Where our role here is to
is to look at the operation of this section of the code and to make recommendations. I very much appreciate your testimony in providing us with some practical examples of how it is applied. And I recognize that the problems that you've identified may not all be addressed by amendments to the criminal code, but that's part of what we're here to do. So I wonder if you could take the next step, and if you're advising the government or if you're advising Parliament, where do we go from here? Should the changes be legislative? Should they be in terms of allocation of resources? Are they truly federal? Are they federal provincial? I guess I'd like to take the discussion from here's the problems we've identified to here's what I think you should do about them. Want everybody to answer, Mr. Casey? Or just Mr. Levesque? Certainly Mr. Slimovich and Monsieur Levesque, and si les autres quelque chose à ajouter, je serais content d'entendre. I think that well, first of all, the code could be more specific as to when you have a right to an English something. I've had many judges who said you don't have a right to an English preliminary inquiry. It says an English trial. I said, no, it doesn't. Look at the code. I mean, it's black and white. Bail hearing, you're going to look a long time. You won't find it. So it's simply not there. The arraignment, again, it's not there. I would usually, almost always, in Montreal, it's not a problem. The individual wants an English everything, he can get an English everything. The problem starts when you leave Montreal. The problem starts when there are either less resources or less willingness to comply with the order, much like the Crown prosecutors did in Saint Jerome in the Cross case. So I think, yes, it could be made clearer as to when it applies, but really it's a question of how you're going to approach the situation, how you're going to see it. Do you really want a bilingual trial? You can understand in Quebec, that's a very touchy subject, a bilingual trial. Notre mémoire finale aura une quinzaine de recommandations et la première va être de modifier le code criminel pour indiquer les conséquences au non-respect du droit d'être avisé de ses droits. Et il y a plusieurs choses qui doivent être ajoutées à cet égard. L'interprétation, du moins en Alberta, c'est que si ce n'est pas précisé exactement ce à quoi vous avez droit, vous n'avez pas besoin du droit, vous n'avez pas accès au reste. La réponse que j'entends le plus souvent, moi, des fonctionnaires à la Cour et au ministère de la Justice, c'est « We are not legally required to provide you with a French form or a bilingual form or whatever you're asking. So if it can be precise, what's the consequences for not advising the accused of his right to a French trial? La transcription du cas de Marc-André Lafleur va vous montrer sa première comparution où il n'a pas été avisé et de son droit à un procès en français et où il n'y a aucune preuve que le juge a vu à ce qu'il soit avisé. C'est seulement 6 mois plus tard que M. Lafleur a découvert que moi j'existais et que je pourrais me déplacer pour me rendre à Fort McMurray. Et quand j'ai dit à la couronne que son droit avait été violé, la couronne a dit mais non, votre client n'a pas subi de préjudice. Grâce à vous, il va avoir son procès en français. Mais il y a eu un préjudice. Durant ce 6 mois-là, avant de me trouver à Calgary, il y a vu d'autres juristes qui ne connaissaient pas le droit à un procès en français. Il n'y a pas eu en temps opportun son service. Et là, la couronne prend comme position, bien, éventuellement, il va avoir son procès en français, donc il n'y a pas de conséquences. S'il n'y a pas de conséquences, on encourage ceux qui ne trouvent pas importants les droits linguistiques de ne pas les respecter. Ou bien la dualité linguistique canadienne est un fondement du pays et on respecte ces droits-là et on les interprète généreusement comme la Cour suprême
le veut, ou bien ce n'est pas important s'il y a des manquements, et souvent on encourage les manquements avec la correspondance qu'on reçoit du ministère, quand ils disent pas besoin de faire ça, alors que c'est très clair. Le Code criminel prévoit que si on utilise le français ou l'anglais, ou l'interprétation dans l'une ou l'autre des deux langues officielles, que ça fait partie du dossier. Comment est-ce qu'une province qui aspire de plus en plus à prendre un leadership financier, économique et politique à grandeur du pays peut continuer en 2004 d'avoir des politiques qui nient l'exercice des droits linguistiques? C'est inacceptable. Les tribunaux supérieurs, c'est le fédéral qui nomme les juges, et les tribunaux supérieurs, c'est eux qui entendent les accusations graves au niveau du Code criminel et les appels du Code criminel. Et là-dessus, dans une des recommandations qu'on va soumettre à votre attention, on va demander que vous recommandiez au Parlement pour maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice, d'éviter dorénavant à nommer du jour au lendemain des juges alors qu'ils viennent la journée précédente d'être membres du cabinet de la province ou du fédéral. C'est quelque chose qui est assez important. Ce n'est pas juste un aspect linguistique, c'est un aspect de confiance du public dans l'appareil. Et ça, l'Association du barreau canadien l'a demandé il y a longtemps d'avoir une période de réflexion. En anglais, il disait a cooling off period d'au moins 2 ans. Bien, entre 2 ans, qui est inacceptable pour les gouvernements qu'on a eus depuis des années, et 5 jours, il devrait être possible pour le comité d'identifier un compromis acceptable. Mais moi, je l'ai vécu le 5 jours, et si un ministre de la Justice vous dit une journée, non, même si j'arrivais avec une formule bilingue de l'Ontario ou française pour la légalisation des documents que je dois envoyer pour des clients qui ont besoin d'envoyer en Suisse, en Belgique et en France, un document que je dois légaliser comme notaire en Alberta, bien, la province veut certifier seulement en anglais que je suis notaire public en Alberta et qu'ils reconnaissent ma signature et mon sceau, et envoyer ça dans un pays où la langue commune entre leur pays, la Suisse, la Belgique, la France et l'Alberta, c'est le français. Et ce n'est pas l'anglais. On peut le donner dans les 2 langues, mais ils ne veulent pas le donner dans les 2 langues, mais ils veulent juste le donner en anglais. Alors, l'autre pays, en Belgique, eux autres, c'est le wallon et le flamand. S'ils le reçoivent en anglais, ça n'aide pas leur cause. Alors, quand un ministre de la Justice dit non, je ne peux pas vous donner la formule que vous me demandez, we are not legally required, et 5 jours plus tard, il était sermenté comme juge, je dis, bien, est-ce que je vais avoir maintenant à plaider devant ce juge-là la même reconnaissance des droits linguistiques? Did you want to respond to Mr. Casey's question? No? If I can just add one quick sentence. 30 seconds. There's a certain irony when you go into a courthouse in at least Montreal, and I'm sure it's the other courthouses too. There's absolutely no English outside the courtroom, but when you get in the courtroom, you can speak English. But if you leave the courtroom, your English doesn't exist, and that's a function of the reality of the situation in Quebec. Sure. Okay. Thank you very much. Thank you, Mr. Casey, for those questions, and thank you, witnesses, for those answers. Now, from the Conservative Party, M. Gauguin. Mr. Chair, merci aux témoins de venir partager votre expertise avec M. Slamovich. Évidemment, la Cour, c'est plus que les juges et les procureurs. Il y a là-dedans les interprètes et les sténographes. Puis une des plaintes qu'adressaient plusieurs des provinces lorsqu'on a enquêté quant à l'efficacité de ces articles du Code criminel, c'était l'absence ou le nombre insuffisant de traducteurs et de sténographes. Avez-vous des commentaires ou des suggestions comment le gouvernement fédéral peut améliorer la situation? I'll leave that open to anyone. Je dirais qu'il faut encourager les institutions postsecondaires à former des interprètes compétents pour toutes les régions du pays. Alors, on a eu des exemples en Alberta inacceptables où l'interprétation n'était pas adéquate. Le ministère de la Justice en Alberta n'insiste pas lorsqu'il délègue une personne pour faire l'interprétation à la Cour, pour que cette personne-là soit membre soit de l'Association des interprètes et traducteurs de l'Alberta ou de l'autre association professionnelle qui réunit ces professionnels-là. Ça donne des résultats inacceptables. J'en ai vu à tous les niveaux de cour, de la Cour provinciale jusqu'à la Cour d'appel de l'Alberta,
où on a un individu qui a besoin de gagner sa vie, qui offre ses services au ministère et qui aboutit là et qui n'a pas une formation adéquate, ou s'il a une formation en interprétation et en traduction, ce n'est pas en droit. Il n'a pas la terminologie. Alors, si on nous envoie quelqu'un qui est habitué de faire de l'interprétation en température, ça va donner un autre climat. Je vous assure qu'il y a des situations où la couronne elle-même, alors que l'accusé n'est pas représenté par avocat, constate, comme ça a été le cas dans une cause de M. Vaillant à Calgary, Madame la juge a dit la couronne, nous reconnaissons que l'interprétation est telle que si l'accusé était représenté par avocat, il demanderait un non-lieu et nous retirons les accusations dans ce cas ici, parce que dans ce cas-là, l'avocate de la couronne avait déjà corrigé une fois l'interprète, le juge a corrigé l'interprète, puis à la fin, même l'accusé s'est mis à corriger l'interprète, puis il a dit, bien, à ce compte-là, je devrais offrir mes services comme interprète. Je pourrais gagner autant d'argent que d'être camionneur. Il semblerait qu'il y a un problème à deux tranchants, si vous voulez. C'est que le français, c'est pas la même chose que le français juridique, en premier lieu. Et puis, deuxièmement, d'une province à l'autre, je veux dire, est-ce qu'il y a une uniformité au niveau des interprètes, comment ils sont formés? OK, le français, c'est français bien certain, c'est universel, mais pas tout le monde a la compétence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour uniformiser, finalement, une école de traducteurs, traductrices juridiques? Suggestion? Well, we have, very quickly, we have very strict guidelines on who can be an interpreter. We don't follow the American model in which anybody can walk in and there's a voir dire held to see if the person is a competent interpreter. We being Quebec? Sorry, Quebec. Okay. Exactly. So it's highly regulated. Only one time in 23 years have I seen an interpreter whose quality was unacceptable and the judge just stopped the trial and we continued the next day with someone else. That's once in 23 years. But in terms of the clerk, there's not much the court clerk has to say in the process. I mean, the court clerk is going to speak a little bit. For that court clerk to be able to speak in the other language, I can't see it being all that difficult. That covers one aspect, but again, okay, you're talking about legal translator to have a certain standard, and certainly it's maybe a high standard of Quebec civil law, wherein in the other provinces you have 9 which are French common law. And the terms, I mean, if you talk about trust, not to get into it, I mean, the concepts are not always equivalent. Well, I presume that each province regulates their interpreters, and each province decides who is a competent interpreter. Well, look, I can't believe they don't. Manitoba, for instance, has, j'ai oublié l'établissement pour la francophonie juridique, and certainly in the University de Moncton, il y a le centre de traduction juridique, Quebec, Manitoba, New Brunswick. It may not be a problem, but what do we do in little old Saskatchewan? I don't know. I wish I had the answer. C'est la même chose lorsqu'on forme des juristes d'expression française. C'est pas dans toutes les provinces qu'on l'on forme, mais il y a assez d'institutions, ou une bonne partie des institutions d'une province qui peuvent aider les autres. Pour la profession, par contre, c'est un problème. Les professions relèvent des provinces et ce n'est pas toutes les provinces qui reconnaissent la profession d'interprète ou de traducteur. L'Ontario a une loi qui reconnaît l'Association des traducteurs et interprètes de l'Ontario. Alors, ils ont un code et ils ont des critères à rencontrer pour ces membres-là. Ce n'est pas le cas en Alberta. L'Association des traducteurs et interprètes de l'Alberta n'est pas reconnue par une loi. Et même s'ils ont des programmes pour assurer la qualité de service de leurs membres, le gouvernement n'insiste même pas que ceux dont ils retiennent les services soient membres de cette association-là. Alors, c'est là que ça cause des problèmes. Il faut d'abord une volonté politique de donner un service de qualité et ensuite de voir qui va former ces gens-là. Et de plus en plus, on a un droit à la mobilité. On peut être formé dans une province puis travailler dans l'autre, en autant que nos droits linguistiques continuent par contre d'être respectés d'une province à l'autre. I should tell you, though, that this is one of the reasons, perhaps not the reason, but one of the reasons why we've gone away from the interpreter interpreting from mouth to ear, the way it used to be. Because clearly nobody hears that. Nobody is recording that. So nobody knows if the quality of the interpretation was any good. So now the interpreter has to interpret out loud, and it's got to be recorded. And at least the accused can come back and say, read this. I couldn't understand a word he was saying or she was saying. J'étais à l'audience
de l'affaire Caron devant la Cour d'appel de l'Alberta. Et j'ai écouté attentivement et j'ai pris des notes sur la traduction parce que mes collègues plaidaient et j'écoutais et je prenais note de la traduction. C'était tellement problématique que les juges ont arrêté le procès et demandé qu'il y ait de nouveaux interprètes de présent. Et les erreurs de droit étaient fondamentales. On parle de traduire droit civil et propriété par civil law au lieu de civil rights. C'est assez fondamental. Et là, je vous épargne toutes les autres que j'ai entendues. La théorie de l'arbre vivant qui est devenue, au lieu de living tree, the tree is alive. Et là, c'est à partir de ça que les juges ont pris leur décision. On s'entend que, moi, si vous nous demandez honnêtement ce qu'on en pense, quelles sont vos possibilités, c'est une compétence provinciale, oui, mais la sanction peut être dans le code criminel. Qu'est-ce qui arrive si l'accusé n'a pas eu droit à un procès équitable parce que la traduction ou l'interprétation n'était pas adéquate? La sanction peut être dans le code criminel. Déjà dans la charte. Oui, mais là, on n'a pas le mandat de tous les droits de la personne, mais on a l'article 2 de la liberté d'expression. Je veux dire, il y a des outils que le fédéral peut utiliser malgré la limite de dire que c'est une compétence provinciale. Le code criminel peut spécifier qu'est-ce qui entre dans le procès. Quand on parle de l'audience pour la détermination de la peine, c'est fondamental pour les droits de la personne. Comme l'enquête de cautionnement. Comme l'enquête de cautionnement. Puis là, on parle de droit vraiment où là, la loi sur la preuve est différente. Parce que là, on entend des preuves qui ne seraient pas admises au procès et qui ont un impact fondamental sur la détermination de la peine. Je vous parlais d'exemple du rejet de la preuve parce qu'il y a une violation des droits constitutionnels. Mais si vous précisez qu'est-ce qui est un droit constitutionnel, qu'est-ce qui est implicitement inclus, on a des conséquences énormes qui peuvent suivre. Meilleur encadrement. Monsieur Gauguin, thank you for those questions and answers. Madame Peclet from the NDP, time is yours. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci beaucoup à nos témoins présents aujourd'hui. Je pense que c'est une discussion très intéressante là, qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. Ma question ma première question est d'ordre un petit peu plus général. Parce que vous pouvez sûrement faire une comparaison très rapide. La question s'ouvre à tous les témoins, là, s'ils ont quelque chose à dire. Mais depuis l'adoption de la loi, quels sont les aspects dont vous pouvez témoigner qu'il y a eu une amélioration et ceux qui, malheureusement, soit n'ont pas fait partie des discussions et donc ne faisaient pas partie de l'adoption du projet de loi, qui sont encore qui mériteraient d'être justement modifiés et d'être inclus dans le cadre général de la loi. Donc, est-ce que vous pouvez juste faire une comparaison là? Qu'est-ce qui va mieux et qu'est-ce qui mériterait là, justement, parce que l'étude d'ici, c'est de voir qu'est-ce qui est arrivé avec l'application de cette loi-là et qu'est-ce qu'il faudrait faire encore pour pouvoir améliorer la partie 17 là, du Code criminel. Le Code criminel prévoit que les provinces peuvent mettre de l'avant des règles et règlements pour s'assurer de la mise en œuvre des droits, que ce soit dans le domaine de la partie 17 ou des autres sections. Peut-être qu'on pourrait préciser qu'en faisant ça, ils s'assurent de discuter avec des représentants de la communauté en situation minoritaire. Normalement, ça devrait être de soi. D'ailleurs, l'Alberta a une politique au secrétariat des règlements de consulter les gens concernés, que ce soit dans le domaine commercial, n'importe quel domaine. Mais ils ne le font pas dans le cas des droits linguistiques et surtout pas avec la communauté en situation minoritaire. Nous avons demandé des rencontres au ministère de la Justice, même en matière criminelle, pour discuter des problèmes. Et la position depuis quelques années, et encore pour quelques autres années, c'est de ne pas discuter avec les représentants
de la communauté francophone en général, ni avec les représentants des juristes d'expression française, tant que la Cour suprême n'aura pas décidé une autre question linguistique, à savoir si l'Alberta était dans l'obligation de ne pas enlever les droits à la loi en français en Alberta, ce qui a été fait en 1988. Mais ça n'a pas de conséquences sur l'utilisation du français ou de l'anglais devant les tribunaux. C'est deux parties de la loi linguistique. Et depuis des années, on punit la communauté francophone, et on l'a par écrit. Dans notre mémoire, vous allez avoir à plusieurs reprises des gens, et souvent le ministre de la Justice lui-même, qui écrit à l'Association canadienne française de l'Alberta et à l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta, disant « Non, on ne vous rencontre pas tant que la Cour suprême n'aura pas décidé la cause Caron sur la question de la loi en français. » Mais c'est pas de ça qu'on veut parler. Nous, on a demandé une rencontre pour discuter de tel aspect. Est-ce que la transcription, on va l'avoir en français de l'audience criminelle? Si on ne l'a pas en français, c'est un droit constitutionnel à la défense pleine et entière qui est nié à l'accusé. Mais non, il n'y a pas de rencontre de possible. Et la dernière lettre que j'ai reçue a été très claire. Elle m'a réenvoyé une lettre envoyée 2 ans auparavant en disant « Vous avez mal compris, cette situation-là va aussi pour le droit criminel. Et pire, on vous précise que quand ce sera le temps, vous écrirez au ministre et non pas au directeur de l'unité des poursuites pénales. » Alors, il y a un contrôle assez grand et c'est un défi pour vous de mettre dans le code des mots qui vont faire en sorte qu'il y aura une concertation. Dans les autres provinces, moi j'ai été durant 10 ans le directeur général de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Et je peux vous dire qu'on avait une concertation avec le ministère du procureur général de l'Ontario exemplaire. L'Ontario, moi, depuis le temps où j'ai grandi à Ottawa et depuis les 8 dernières années... Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec Mme Loranger qui devrait justement aussi inclure dans le code criminel les sanctions du non-respect des droits linguistiques? Ça va être la première recommandation pour indiquer les conséquences au non-respect du droit d'être avisé de ses droits et les autres droits linguistiques. Parce que s'il n'y a pas de conséquences, c'est pas un droit important pour ceux qui le regardent. Others would like to answer the question too. Mr. Slimovich. To answer your last question first in terms of consequences, although I think it's extremely, incredibly important, I'm very confused as to how you could put consequences for the non-respect of a certain right. You don't have that in the criminal code. I can't think of anywhere in the code where you have that. If there's a charter right which is breached, well, ask for a remedy under the Charter. That's why we have 24.1 and 24.2. I think the real question is not necessarily what's in Section 530 or what's in this part. The real question is what is the intent, what is the feeling of the government? That's the real question. Are they prepared to give bilingual, the other language trial? If you have a judge, whether of whatever jurisdiction, if they value it, you're going to get that trial. If you don't, you may have a problem. The question is, we should remove. It should not be a question of, well, maybe you have a right, maybe you don't. It should be clear in the magistrature that, of course, you have a right to a full, in my case, English trial. Okay. So you would argue that the judges would have to be personally obligated to inform the accused of his rights if he's not represented? Yes, but even that's like the beginning. You have a right to a trial in English. Okay, but alors maintenant on va commencer. Yeah. But he doesn't understand. He doesn't understand what's part of the trial. He doesn't understand. Does he get a document? Doesn't get a document? Can he cross-examine in English? He doesn't know that. He doesn't know any of those things. The accused. Sure. Yeah, but now are you talking about the lack of resources or the implications? No, for us it's not a question of resources. I don't see at all a question of resources. Definitely not in Montreal, and definitely not in the surrounding regions to Montreal. The resources are there. It's possible you could do an English trial at the drop of a hat.
Question is, do you really want to do an English trial? That's the question. So it's political will, your problem. Yep. Madame Levesque, you had your hand up? 30 seconds. Just a No, brief you're fine. interruption. The problem is the lack of specified issues under the code, and as it's been mentioned throughout the experiences of the lawyers beside me, it becomes a political willing to either find the resources, have the debate, and so people are voluntarily blinding themselves, but it doesn't mean the problem doesn't exist. Therefore, there would be a need to specify or do a framework to at least show what are the boundaries, if not, what are the choices. No, that's more than your time. Thank you very much. Our next questioner is Mr. Wilkes from the Conservative Party. Thank you very much, Mr. Chair, and thank the witness for being here. I'm going to take a little different tact on this. Being retired from the RCMP, I'm going to take it from the police side of it, which always seems to me that we always put the horse before the cart, because all I've heard today is what happens when we get to court, but first we have to get to court. And that's a significant dilemma that we're talking about 530 and 531 with regards to the police, because from the perspective of some provinces, such as New Brunswick, the law enforcement officers sometimes need to verify what court the accused wants to proceed in, and if they get it wrong, then we're lost out of the gate. So I'm wondering if there's any comment on that part of it from the perspective of the police officer side of it, because I find it somewhat frustrating sometimes. All of my service was in British Columbia. I only had one time when a person invoked their right to the other official language. It was a challenge for me. It was in northern British Columbia, where we had very few at that time French-speaking members, and much different than today. So I'd like to hear how we try to remedy loosely 530 and 531 from the perspective of the police, which becomes a real challenge, because I've seen where we've lost trials, and the police do significant work, and to no fault of their own, a decision based on a charter argument throws the case out. I'll start with whoever wants to throw the ball. I would say the answer to that, for the most part, is a cue card. All of our officers have cards on which the charter, well, not the charter rights, but the right to counsel, the right to be advised, the right to counsel, and so on. Yep. They're English on one side, French on the other side. Now, this gentleman or this lady may have never spoken any other English in her life. That may be the only English she speaks. But it's sufficient for the accused to understand what his rights are. I don't disagree with you. Go ahead, please, Madame Laura. J'aimerais vous référer à une cause de la Cour suprême du Canada, la Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick contre Sa Majesté la Reine, une cause de 2008. Votre problématique a deux niveaux. C'est que les policiers, lorsqu'ils arrêtent les individus, ils sont en matière de la GRC, je parle, parce que la GRC est particulière. La Cour suprême a établi que la GRC est une institution fédérale en tout temps. En tant qu'institution fédérale en tout temps, lorsqu'elle arrête un individu, elle doit respecter l'article 20 de la Charte, qui prévoit qu'en matière de communication et services, ils doivent faire une offre active. On tombe sous la partie 4 de la loi sur les langues officielles, qui prévoit que le policier doit faire une offre active. Bonjour madame, bonjour monsieur, would you like to be spoken in English or in French? Le problème est le suivant. Vous avez la demande importante sous l'article 20 de la Charte, avec un règlement sur les langues officielles qui détermine des territoires précis, des événements
des contextes précis pour donner le service dans les 2 langues. Lorsque vous arrivez au procès, chaque individu a droit à un procès dans sa langue. On ne parle plus de demande importante. On pense à l'article 19, le concept en arrière de l'article 19 de la Charte. Lorsque la preuve est déposée devant le juge, si la preuve a été prise en violation des droits, le juge ne peut pas la considérer. Si le policier n'a pas respecté l'article 20 de la Charte, et là, votre problématique... If I can just interject, that's part of the problem. Yeah. Because the problem is that at the time of arrest, whatever the charge would be, but under the heat of the moment, if I'm a police officer, I'm not really worried about language rights. My job, you're going in the back of the car, one way or the other. I don't care what language it's in. But you're going in the back of the car, and then we'll deal with it from there. And that becomes the problem. But that's okay. Once you're in the back of the car, then the individual can be, as the Americans say, Mirandized. I mean, it's. I don't think it's all that difficult a situation. I don't think the police officer has to get into a fight with the suspect and read him his rights at the same time. I mean, he clearly can do it afterwards. The problem may occur is if the accused was to issue some kind of spontaneous declaration. Then you may get into a complicated situation. Yeah, which rarely happens, right? If it ever happens. I'm just giving you the perspective from the policeman, from the perspective that sometimes we're challenged by the fact that we have to think about every law that's going to be brought up before the court in 10 seconds. And then get scrutinized before the courts for hours on what they assume we should have known. My job is not to be an expert on the charter. My job is 10AB. Make sure they get it. Make sure they can contact a lawyer in the language of their choice. And after that, have a good day. Sort of. Well, as good a day. It's not quite a good day, though. We have a minute and a half to respond to the good day comments. So, Monsieur Lévesque. Juste pour mentionner qu'en Alberta, il n'y a pas de police provinciale. C'est la gendarmerie royale qui fait office de police. Et les représentants de la gendarmerie acceptent de dialoguer avec les représentants des juristes d'expression française. D'ailleurs, il y a 2 ans, Geneviève a organisé à Edmonton une rencontre sur l'accès à la justice dans les 2 langues officielles. Nous étions très heureux d'accueillir 3 représentants de la gendarmerie pour discuter de part et d'autre quelles sont nos suggestions pour améliorer les services à la population. Et notre surprise a plutôt été du fait que le ministère de la Justice d'Alberta n'a pas accepté de venir avec les autres 75 participants au colloque. Et on a eu une belle rencontre, mais le partenaire ou celui qui devait être le partenaire principal au niveau provincial n'était pas présent. Thank you very much. Thank you for that. Our final questioner for today is Madame Beaubien. Ça, j'ai commencé, je vais terminer. Je vais profiter des minutes que j'ai pour, premièrement, Geneviève, félicitations pour ce que vous faites comme jeune étudiante en droit. Je pense que c'est absolument recommandable, c'est extraordinaire. Et puis, en plus, vous êtes à la meilleure université pour le droit. Dans mon livre à moi, c'est bien clair. Ceci étant dit, j'ai bien entendu les problèmes soulevés par le collègue conservateur, M. Wilkes. À mon point de vue, par contre, ça fait pas partie de l'étude que l'on est en train de faire sur la section 17 parce qu'on est au niveau de l'après-arrestation. Alors, je comprends tout ça, puis ça serait peut-être un autre problème à regarder plus à fond, mais disons que je peux sympathiser avec la problématique qu'il a, mais en même temps, ici, c'est beaucoup plus la question de fond, de savoir est-ce que la section est suffisante, comme je l'ai dit tantôt. Je vais être bien certaine que je vous ai compris parce qu'on va procéder bientôt à la rédaction de notre rapport. Et puis, ce que je saisis, Maître Slimovic, et puis je le comprends très bien. C'est certain qu'à travers le Canada est un grand pays.
C'est un pays au niveau fédéral qui est bilingue. C'est bien certain que le bilinguisme se vit peut-être beaucoup mieux à Montréal, qui va se vivre, par exemple, quelque part en région, par exemple au Saguenay, ou ailleurs au Canada, des grandes villes bilingues comme Montréal, il n'y en a peut-être pas des tonnes non plus. Puis ça, je veux bien le remettre en perspective parce que je suis une fière Québécoise, très fière d'être bilingue, pouvoir l'écrire, le parler, parler couramment les deux langues, mais ceci étant dit, ça a pris beaucoup d'efforts et de volonté personnelle pour le faire, et des fois, ça va avec un contexte de vie. Ceci étant, c'est bien certain, j'ai compris votre message, que ça prend une certaine volonté. Quand on parle de volonté politique, je dirais plutôt une volonté, peut-être qu'il faut rappeler à notre magistrature qu'elle a des obligations en fonction de la section 17 du Code criminel pour s'assurer que ça ne devient plus une question, premièrement, qui est laissée aux avocats, parce que les avocats sont là. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est bon, mais qui sont là. S'il y a un client, je sais comment ça fonctionnait au criminel. Un moment donné, là, t'es là le matin, t'as 3-4 prévenus, ils ont pas nécessairement d'avocat, il y a personne qui a son cardex d'avocat, et puis ils prennent l'avocat qui est présent en salle, et ainsi de suite. Alors, des fois, la question de la langue, c'est pas nécessairement la priorité dans la tête de l'avocat comme tel. Alors, c'est pour ça que des fois, on est peut-être mieux de remettre ça entre les mains de la personne qui guide le procès, c'est-à-dire le juge. Alors, il faudra peut-être à ce moment-là, pour s'assurer de l'avoir, cette volonté politique, cette volonté réelle de donner un procès dans la langue de choix de l'accusé, de s'assurer que les juges informe les gens de leurs droits et qu'on leur donne accès à ce droit-là en simplifiant autant que possible. C'est certain que dans certains coins, reculés, plus rural, en région, partout au Canada, ça peut être un petit peu plus difficile, mais la loi prévoit déjà ce qui doit être fait et que ça doit être fait. Alors, je pense que vos témoignages là-dessus, pour moi, auront été quand même édifiants. Et je pense, si j'ai bien compris, puis vous pourrez juste me dire si c'est correct, que vous pensez que ça devrait aussi s'appliquer à l'étape de la comparution et à l'étape de la remise en liberté, des étapes qui sont extrêmement importantes pour les accusés. C'est ça? Et l'étape de l'appel, s'il doit y avoir un appel. De la sentence. Puis de la sentence, si j'ai bien compris, au niveau du prononcé de la sentence, du débat sur la sentence. OK. Merci. Thank you very much. Thank you for those questions. Thank you, our witnesses today. Thank you for the very informative discussion that we had on this topic. Just so you know, we will be having the official Languages Commissioner on Thursday, and then we will be giving directions to the to our library staff to come up with, help us with, develop a report on the study that we've been doing. So that'll be happening in the next few weeks. But thank you again for joining us this morning.